Nous sommes très heureux d'accueillir Paul Baudry ce soir. Paul Baudry, écrivain, critique, enseignant, un des plus brillants de sa génération, je dirais, franco-péruvien. Il est agrégé d'espagnol et docteur en littérature, très récent docteur en littérature latino-américaine à l'Université Paris-Sorbonne. Sa thèse, sous la direction de Sadi Lakhtari et Ina Salazar, vient de remporter le prix Piloche 2016, décerné par la Chancellerie des Universités de Paris. Et on le félicite. Je crois que c'était la semaine dernière la remise du prix. Sa thèse porte sur la question du classique chez le péruvien Julio Ramón Ribeiro. En fait, il faut savoir que Paul est plutôt dans le domaine de la littérature. Il est écrivain lui-même et sa thèse est sur Julio Ramón Ribeiro. Et aujourd'hui, il nous fait le bonheur de nous parler, de se pencher sur l'œuvre de Fernando de Cislo, qui est un des plus grands peintres vivants péruviens actuels. Et qui lui-même, Cislo, a fait beaucoup d'incursions dans la littérature et qui est une figure très importante dans la vie intellectuelle, la vie politique, sociale, l'actualité péruvienne. Et il va nous parler de cet univers de Cislo et comment la modernité et tout cet héritage précolombien péruvien qui est si puissant pour les créateurs péruviens, comment il a réussi à faire le lien, comment il a réussi à travailler avec ses références, ses racines, et tout en inaugurant une modernité dans la peinture péruvienne et dans l'art péruvien. Donc je suis très très contente de l'accueillir ce soir avec nous. Et bon, je vais passer la parole à Paul. Et puis à la fin, on aura un moment d'échange. Donc je vous invite à poser des questions, à nous faire participer de vos commentaires, de vos impressions. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Grecia, et merci beaucoup à Anne aussi pour l'invitation et pour l'organisation de ces journées consacrées à l'art latino-américain, à la Maison de l'Amérique latine. C'est pour moi un plaisir de venir vous parler ce soir d'un peintre qui me plaît beaucoup, que j'ai eu la chance d'interviewer quand j'avais à peine 18 ans au lycée, puisque c'est le grand-père d'une copine d'enfance. Et on avait fait un journal à l'époque et j'étais allé chez lui pour lui poser 2-3 questions qui m'interrogeaient déjà. Et pour vous parler donc de Fernando de Cislo. Alors, en guise d'introduction, j'ai projeté un PowerPoint avec plusieurs de ses tableaux pour ceux qui ne seraient pas très familiarisés avec son univers, puisque l'objet de cette communication est plutôt un point précis dans son œuvre, à savoir la question du cosmopolitisme. Donc, comme l'a rappelé Grecia, effectivement, il s'agit d'un peintre qui est à cheval sur deux cultures, sur deux modalités de représentation, puisqu'il va utiliser un langage abstrait, qui est empreint des avant-gardes européennes de la première moitié du XXe siècle, pour dire une matière péruvienne, pour dire finalement quelque chose, pour réutiliser un matériau qui est, en l'occurrence, péruvien, amérindien, précolombien, voilà. Donc son originalité, elle est là, en partie. Et je voulais vous faire passer, pendant que je vous dis ces quelques mots d'introduction, deux choses. Un livre sur Cislo avec quelques autres reproductions, si vous voulez le faire tourner, et une petite reproduction que j'ai aussi chez moi. Et ça nous permettra de regarder un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Bien, alors, Bien, alors je disais, en guise d'introduction, je voudrais vous lire une citation de Mario Vargas Llosa qui se trouve dans son dictionnaire amoureux de l'Amérique latine de 2005 à propos de Cislo. Il dit ceci, il dit «
La pintura en América Latina ha estado siempre amenazada por dos clases de frustración, el aldeanismo y el cosmopolitismo. La primera es una esclavitud a lo local, una asfixia que resulta de volar demasiado bajo, de confundir la rama con el bosque, de convertir la creación plástica en una artesanía y en un folclore en la fábrica de objetos pintorescos. La segunda es una esclavitud a lo universal, una asfixia por exceso de imitación y falta de invención, por disolverse dentro de lo impersonal en esa rauda mudanza de caprichos que los grandes centros culturales proponen. Muy pocos pintores han conseguido conjurar ambos peligros, creando una obra desdeñosa de ambas actitudes, cuya originalidad ha ido forjándose a partir de necesidades anímicas individuales orgullosamente asumidas y de una lucidez capaz de valerse de todo, lo propio y lo ajeno, lo duradero y lo efímero. Para plasmarlas en el arte, Cislo es uno de esos pocos. Donc pour Vargas Llosa, Cislo est donc capable de faire le lien entre le local et l'universel, et ce sont d'ailleurs des grands amis depuis toujours, des compagnons de route, mais je voulais opposer à cette citation qui est plutôt élogieuse une autre citation qui ne l'est pas, pour montrer justement que c'est un personnage, Cislo aujourd'hui, un homme d'un certain âge aussi, qui est assez polémique, puisqu'avec le temps, on va dire qu'il est un peu plus réactionnaire avec le temps, et comme tout artiste, d'un point de vue de la sociologie de l'art, comme tout artiste qui est finalement intronisé et qui occupe une place de choix dans le champ social au sens large, il va à la fois être admiré, mais aussi critiqué par d'autres qui essayent de pénétrer et d'avoir la même admiration, d'avoir le même protagonisme. Voici ce que dit Juan Javier Salazar, récemment décédé le 1er novembre, grand plasticien péruvien aussi, à propos de Cislo. Il dit: Una de las cosas que siempre voy a tratar de hacer es ser el anti-Cislo en mi manera de actuar. Uno de los problemas que ha tenido el Perú en los últimos 40 años es este personaje que en el 60 llega como pintor diciendo que no hay pintores en el Perú. Eso es una cosa inaudita, que hoy sería ridícula, pero claro, se asocia con la gente adecuada, la que al final hace la historia y termina siendo como un corcho en una botella de champán. Cuando el Museo de Arte Contemporáneo le querían poner Cislo y la gente protestó, salió Vargas Llosa a decir que era el único artista que hay en el Perú y que todos los demás son pygméos. Donc vous voyez, il y a vraiment ce double côté d'admiration et à la fois un personnage très polémique. Bien, je passe donc à l'objet de cette communication. Figure incontournable de la plastique latino-américaine de la deuxième moitié du XXe siècle, Fernando de Cislo, né en 25 à Lima, fascine entre autres par le dialogue intericonique qu'il a su établir entre l'abstractionnisme des avant-gardes européennes et les traditions amérindiennes au Pérou. Lorsqu'on se penche sur les origines de ce métissage, de ce brassage, la question cosmopolite se pose d'emblée, car Cislo construit une pensée picturale hybride au gré de ses déplacements géographiques qui suscitent autant d'interrogations quant à la hiérarchie épistémologique des arts visuels qui se prétendent universels. En effet, dans sa jeunesse, que ce soit dans son parcours à travers la France et les États-Unis, ou bien dans sa réflexion sur une américanité plastique, l'itinéraire de Cislo est marqué par une mise en tension entre l'ici et l'ailleurs. Celle-ci, présente dans ses écrits et dans son répertoire formel, naît d'un besoin de modernité qui ne peut être assouvi que par la fréquentation des grands carrefours cosmopolites de l'après-guerre, dont Paris, à la recherche d'un ailleurs novateur. Il s'agit pour lui, comme pour bien d'autres artistes issus des périphéries culturelles, de rattraper un retard historique dans la tradition nationale pour habiter, enfin, dans un présent esthétique commun, valorisant et prometteur aux côtés de leurs pairs de l'étranger. Cependant, cette rencontre avec les formes les plus extrêmes de la modernité, la peinture informelle dans les années 50 par exemple, est indissociable d'une distance critique que l'ici péruvien lui permet de garder. La dialectique qui s'ensuit, à savoir l'appropriation dont on parlait d'un langage abstrait pour représenter une spatialité primordiale antérieure ou contemporaine à la conquête,
se produit grâce à son déniaisement progressif par rapport aux leurres de la modernité occidentale. Ainsi, comme nous le verrons, ce cosmopolitisme centripète produit une première déliaison avec sa communauté d'appartenance, le Pérou, qui aboutit ensuite à un processus d'individuation autour d'un art conscient de son déterminisme géoculturel. L'objectif de cette communication est donc de donner à voir cette itinérance en suggérant quelques pistes d'interprétation autour de son assimilation de ces traditions exogènes qui, loin de dénaturer la matière locale, lui permettent au contraire de trouver sa voie au sein des paysages, des mythes et des rituels qu'il transpose avec succès jusqu'à nos jours, puisque c'est un peintre qui produit encore. Si, selon Terence, le cosmopolite revendique que rien de ce qui est humain ne lui est étranger, on peut affirmer que la jeunesse de Cislo est propice à nourrir cette curiosité encyclopédique qui le porte ensuite vers l'autre et vers l'ailleurs. Son père, un naturaliste polonais, et sa mère, la sœur du poète Abraham Valdelomar, lui lèguent 2 importantes bibliothèques où il découvre la fougue de Rimbaud et le néoromantisme ténébreux de Rilke, mais surtout, déjà, un aperçu du monde précolombien péruvien car sa maison d'enfance est décorée par des pièces appartenant à la culture Nazca. Donc voici un exemple. Donc voici ce qu'il voyait quand il était enfant. Adolescent, il est fort en mathématiques et possède un bon coup de crayon. Sa famille rêve d'en faire un architecte. Comme de nombreux artistes de sa génération, chez les écrivains, ce sont les études de droit, il s'inscrit à la Universidad Nacional de Ingeniería pour embrasser une carrière bourgeoise qui lui permet de suivre en parallèle des études de dessin, puis d'art à la Universidad Católica. C'est à ce moment-là que l'ailleurs européen se manifeste pour la première fois comme la possibilité d'une modernité plurielle qui lui permet de prendre ses distances par rapport à la dominante indigéniste. Les cours d'Adolfo Binternitz, peintre d'origine autrichienne, sont en ce sens déterminants, comme le souligne Doris Ashton. Je cite: Ya entonces enfrentado con su mentalidad juvenil a los estrechos confines del indigenismo, Cislo encontró en Binternitz un mentor ideal, pues este se había llevado consigo de Europa el profundo convencimiento de que un pintor no era un mero profesional, sino un humanista en sentido clásico, un hombre para quien el arte era un estilo de vida, y lo que es más importante, un lenguaje con el que expresar la solidaridad humana. Donc voici l'apport que lui donne Binternitz. En effet, au début des années 40, la peinture péruvienne est encore marquée par les portraits indigénistes de José Sabogal ou bien par le costumbrismo de Camilo Blas et de Jorge Binatea. Sur les bancs de l'université, par exemple, on enseigne le post-impressionnisme sans que les vents des avant-gardes historiques ne pénètrent encore ni dans les ateliers ni dans les galeries. Cependant, à titre individuel, Cislo est déjà influencé par le cubisme et la non-figuration qu'il découvre grâce à Emilio Pettoruti. L'expérience cosmopolite de ce peintre argentin conditionne toute une génération de résistants à l'indigénisme qui va se tourner vers l'Europe et notamment vers l'école de Paris, dont on retient l'expressionnisme de Cérvulo Gutiérrez ou l'introduction du surréalisme pictural par Ricardo Grau, donc 2 autres peintres péruviens. Dans ce même esprit contestataire, Cislo va fonder en 1947 le groupe Espacio avec Jorge Eduardo Eyelson, Sébastien Salazar Bondi et Javier Sologuren, entre autres, afin de plaider pour une architecture péruvienne contemporaine. L'ensemble de ces phénomènes de rupture doit beaucoup aux formes de socialisation encouragées par un cosmopolitisme appris en Europe, car la valorisation d'un intérêt pour l'actualité globale dynamise la circulation des savoirs et des pratiques. Plus particulièrement, et sans surprise, ces artistes s'organisent autour d'un noyau humain, géographique ou matériel qui adopte le goût de l'avant-gardisme pour la théorisation pamphlétaire. C'est le cas dans la revue Las Muradas, que vous connaissez certainement, dirigée par Emilio Adolfo Westphalen, mais aussi de la Peña Pancho Fierro ou encore des salons tenus par Raoul de Verneuil, où l'on réfléchit au dépassement de l'indigénisme, car comme le remarque Martín Rodríguez Gaona, je cite, « Ce groupe d'écrivains et d'artistes est le premier à se former en revendiquant, et je souligne ceci, sa condition occidentale périphérique,
c'est-à-dire en assumant d'explorer simultanément les diverses cultures qui composent la sensibilité américaine. En 1948, dans ce contexte de dialogue entre l'ici et l'ailleurs, où l'on débat plus précisément sur comment l'ailleurs affecte, transforme et révolutionne l'ici, Cislo tombe sur l'œuvre de Rufino Tamayo dans la revue mexicaine El Hijo Pródigo. Identification quasi immédiate à sa recherche thématique et ontologique, à savoir l'importation du vocabulaire abstrait européen pour exprimer la réalité aztèque, peut s'expliquer à la lumière de son engouement pour l'art précolombien entre 1943 et 1945. Son étude des tissus des cultures Chancay et Chimú, par exemple, aboutit à la publication de 2 essais sur l'art populaire péruvien à propos de la collection d'Arturo Jiménez Borja, El manto peruano en 1948 et Máscaras populares peruanas en 1951. Ainsi peut-être, Tamayo, que l'on voit ici, Tamayo réalise ce que Cislo pressentait au Pérou et pour le Pérou avant son départ à Paris, c'est-à-dire la possibilité d'une hybridation iconique où les traditions dites subalternes trouvent leur voie dans le canon universel. L'abstractionnisme admiré et reproduit dans ses premières toiles suscite cependant une certaine insatisfaction qu'on ne peut comprendre qu'à l'aune de cette intuition en découvrant Tamayo, comme le souligne le propre Cislo. Je cite. Voici ce que dit Cislo. Même si j'admirais Klee et Miro, j'étais conscient du fait que leur art n'était pas incarné, mais spirituel et transparent. J'étais en train de chercher quelque chose de plus dense, comme la peinture vénitienne. Fin de citation. En effet, ces exercices sont autant de figures d'un idéalisme philosophique qu'il pratique plastiquement, sans grande conviction et sans succès commercial. De fait, il ne réussit à vendre que 3 tableaux lors de sa première exposition à l'Instituto Peruano Cultural Norteamericano en 1947. En bon rimbaldien, Cislo est alors persuadé que la vie est ailleurs, et l'ailleurs, pour un cosmopolite latino-américain de l'après-guerre, c'est Paris. Marié à la poétesse péruvienne Blanca Varela en 1949, il quitte son pays pour la Ville Lumière, à l'époque du nouveau roman, du TNP de Jean Vilar ou encore de l'abstractionnisme lyrique de Nicolas de Staël, pour se découvrir, paradoxalement, plus péruvien que jamais. En 1991, la journaliste Mariela Balbi lui pose la question suivante. Mariela Balbi. ¿Por qué viajó a París? ¿Era la quimera? Cislo. Era el paraíso inalcanzable. Todos nos fuimos. Paco Pinilla, Jorge Piqueras. A todos los latinoamericanos de mi generación los conocí en París. A Octavio Paz, a Cortázar, a Carlos Martínez Ríos, el poeta nicaragüense, a Obregón, a Sañartu, a Mata. Fin de citation. Ce paradis inatteignable n'est autre que celui d'un carrefour mondial où vont se croiser et surtout se connaître la plupart des artistes vont se connaître donc à Paris, dans ce carrefour, où vont se connaître la plupart des grands artistes latino-américains cherchant la révélation de leur vocation au contact d'une modernité incandescente. Cislo y fréquente Breton, quoique sporadiquement, et se familiarise avec l'attirance des surréalistes pour les arts primitifs. Sur ce point, il convient de signaler une différence capitale entre leurs visions que le plasticien entreaperçoit dès les premiers échanges au Café de Flore. Bien que l'attirance d'Aragon ou d'Éluard pour ces objets sauvages, comme il les appelle, soit doublée d'un anticolonialisme féroce, il n'en demeure pas moins que leur cosmopolitisme surréaliste fétichise l'ailleurs périphérique plutôt que de le contextualiser dans un univers parallèle qui, lui aussi, peut porter un regard exotisant sur l'Europe. En ce sens, l'imagerie mentale de Cislo l'empêche de tomber dans une fascination niaise du tiers-monde, d'autant plus que c'est en France qu'il découvre son américanité grâce, entre autres, à Octavio Paz. En effet, le Paris des années 50 est plein de promesses d'actualité, mais surtout d'actualisme, comme si la course à la modernité garantissait un avenir plus prometteur à la tête du peloton. Néanmoins, Paz montre à Cislo comment le cosmopolitisme moderne
peut aussi encourager une réconciliation avec leurs origines nationales, millénaires et intactes, dans un présent, cette fois-ci, transmoderne. Je cite ce que dit Paz. Un día descubrí que no avanzaba, sino que volvía al punto de partida. La búsqueda de la modernidad era un descenso a los orígenes. La modernidad me condujo a mi comienzo, a mi antigüedad. La ruptura se volvió réconciliation. Fin de citation, dit-il lors de la réception du prix Nobel en 90. Ce changement de perspective est riche d'enseignements tant sur le plan intellectuel que sur le plan formel, puisqu'il permet de concilier son besoin de renouveau dans son pays d'origine et son insatisfaction à l'égard d'un abstractionnisme décharné ou, pis encore, utopique. En effet, son intérêt pour l'art informel d'Hans Hartung, de Pierre Soulages ou encore de Zhao Wuqi l'encourage à s'en inspirer pour permettre au Pérou de rattraper un certain retard historique, entre guillemets, puisque c'est une citation de Cislo. Mais ceci à condition d'hybrider ces traditions exogènes avec un héritage originel. Je cite. Estaba interesado, como toda mi generación, no solamente en Perú, sino en América Latina, en poner al día el arte local para que no estuviera atrasado. Pero desde el comienzo me interesó el arte precolombino peruano, que en realidad es el único arte original que estaba al alcance. Fin de citation. Ainsi, l'importation d'un idéalisme abstrait aurait été perçue comme une imitation servile plutôt qu'une réinterprétation personnelle de la matière péruvienne à l'aide d'un langage tellurique capable de corporifier son histoire. À nouveau, c'est sous le signe de la réconciliation pazienne entre tradition et modernité que Cislo entreprend de représenter les clairs-obscurs du passé national en les déclinant à l'aide d'une palette sombre, comme on a pu le voir au début, une palette sombre, mystérieuse et tragique, comme le rappelle Mirko Lauer. Je cite. La percepción fundamental de Cislo fue haber comprendido las limitaciones del aspecto puro del no figurativismo en un medio como el peruano. Su opción de fondo fue la aplicación del lenguaje y la técnica del no figurativismo a la creación de una imagen de integración del universo de las culturas dominadas a la sociedad peruana. Fin de citation. Comme ce fut le cas aussi de Jorge Eduardo Eyelson, Cislo a besoin de travailler en dehors des postures extrêmes de l'idéalisme européen pour retrouver une densité historique qui puisse symboliser, entre autres constantes thématiques, la déchirure de la conquête. Donc en particulier cet épisode de l'histoire péruvienne. La recherche, non pas d'un localisme, mais d'un recentrement par rapport à son ère culturelle, historique et affective, commence dès son retour au Pérou en 1955. Après avoir goûté à l'expérience cosmopolite parisienne dont on parlait à l'instant, le bilan de ce voyage prépare l'avènement de sa marque d'auteur à partir des années 60, à savoir la revendication d'une identité rhizomatique qui n'adhère pas à la hiérarchisation des traditions, mais au contraire, qui s'appuie sur les échos de l'ici et de l'ailleurs, capable de se répondre dans un dialogue polyphonique, horizontal et fécond. Je cite. L'importance de son séjour en Europe lui donne le courage d'être ce qu'il était, un peintre qui cherchait toujours à exprimer son moi tel qu'il était vraiment, un moi hybride, exalté, qui rechercherait la vérité de son existence pas seulement comme un universaliste moderne, mais aussi comme un homme qui a été élevé dans un endroit particulier, riche en traditions historiques. Écrit donc Dore Ashton. Quelle est la réception de ce savant mélange? Donc il va mélanger ces deux éléments, ce langage abstrait avec la matière péruvienne. Donc quelle est la réception de ce mélange au Pérou? À en croire les nombreux témoignages qu'on a de l'époque, la peinture de Cislo s'insère rapidement dans un réseau commercial local parce qu'elle répond aux attentes de la culture créole dominante qui voulait promouvoir un art capable de rencontrer le marché international, en s'appuyant en particulier sur cet avant-gardisme, on va dire, à la péruvienne. Il n'est pas surprenant en ce sens que les tenants d'une valorisation anthropologique du Pérou contemporain, on pensera notamment à Arguedas, aient critiqué sa préférence pour le Pérou préhispanique comme une réalité révolue, car selon Alfonso Castrillon, je cite,
En arte, la ideología de la clase media a la que pertenecía Cislo se caracterizó por la asunción de lo nuestro, exclusivamente plástico, pero desde las vitrinas de los museos, es decir, como objetos de arte y siempre valiéndose de un lenguaje internacional, llámese Escuela de París, cubismo o expresionismo abstracto, que los absuelve del provincialisme. Fin de citation. Quelques années plus tard, donc on est à la moitié des années 50, quelques années plus tard, cette fois-ci en 1958, la mécompréhension de son projet le pousse à entreprendre un deuxième voyage, cette fois-ci aux États-Unis, où la dialectique cosmopolite opère à nouveau pour l'inviter à réinventer une peinture d'histoire aux antipodes de tout folklorisme mièvre. En effet, à l'époque où Cislo travaille comme conseiller à la division d'art visuel de l'OEA, de la OEA, à Washington, il reçoit la traduction d'un poème quechua, Apu Inca Atahualpaman, de la part de José María Arguedas. En 1958, il reçoit cette traduction. La découverte de ce texte a deux fonctions dans son parcours spéculatif. D'une part, elle permet de mettre un terme à la première recherche d'un soi plastique, et d'autre part, elle participe à la fondation d'un noyau sémantique qui se décline tout au long de sa production ultérieure. Ces vers, les vers de ce poème, vont donner naissance à la série Cajamarca, qui se compose de 13 toiles à l'acrylique, ainsi que de nombreuses sculptures autour de la rencontre entre Pizarro et Atahualpa au XVIe siècle. Le tableau éponyme, Cajamarca, présente une dynamique, c'est bien celui-là, oui, donc ce tableau. Le tableau éponyme présente une dynamique de combat entre plusieurs lignes de force, dont les multiples intersections marquent à la fois la violence du contact entre les deux cultures et le métissage qui en ressort grâce à la combinaison de couleurs chaudes. Le chaos de la guerre est cependant structuré par des axes transversaux qui lacèrent la toile tout en insistant sur la notion de circonstance historique, donc de croisement entre deux lignes. En effet, le moment est saisi dans sa dimension traumatique pour les autochtones, d'où ressortent cependant des faisceaux lumineux qui prolongent les conséquences de cet épisode jusqu'au présent d'énonciation. De même, cette évocation du cauchemar de la conquête s'appuie sur la ligne brisée du cubisme que Cislo réemploie pour traduire le rythme saccadé de la prosodie quechua. Je cite, « El poema Apu Inca Atahualpaman está escrito en estrofas de pie quebrado. El ritmo, un elemento formal, es blandido como un medio de expresión. Los versos cortos, tal como las coplas de Manrique, golpean al oyente. » Voici ce que remarque donc Arguedas. Ainsi, formellement, ce premier tableau nous situe du côté des vaincus, dont la souffrance suscite l'empathie du plasticien. Je cite. Desde mi primer contacto con esta elegía anónima, Apu Inca Atahualpaman, quedé definitivamente impresionado no solamente con su belleza rotunda y triste, sino al mismo tiempo percibí en ella características que la hacen entrañablemente nuestra, peruana, por la actitud anímica de su autor, lleno de melancolía y desesperanza, pero igualmente rebosante de fuerza y de fe en el destino. Fin de citation. C'est d'ailleurs aussi le cas de Ejecución de Tupac Amaru en 66, c'est bien ça, où l'on retrouve une tonalité élégiaque, cette fois-ci à propos de la mort du fameux rebelle indigène du XVIIIe siècle, Tupac Amaru. Deux disques noirs presque symétriques se reflètent grâce à une ligne d'horizon qui suggère ici l'idée de crépuscule, de fin des temps, comme si la toile nous invitait à partager le deuil de cette cause sociale légitime. De même, ce tableau s'accompagne d'une sculpture en bois, sous forme de totem, où l'on retrouve cette géométrie primordiale empruntée aux cultures pré-incasiques pour signifier un objet magique tant dans ses tonalités turquoises que dans son usage métamorphique. En effet, en s'ouvrant, puisque c'est une boîte qui s'ouvre, en s'ouvrant, cette boîte nous propose de revisiter l'épisode historique de l'exécution de Tupac Amaru en reprenant le motif circulaire et élégiaque que nous avons vu dans le tableau, mais aussi en opérant une mise en abîme de celle-ci
par la présence d'un petit échafaud. Donc on le voit en bas à droite, le petit échafaud. Cajamarca, donc cette série en fait, qui est à la fois des tableaux et des sculptures, permet ainsi la mise en place d'un régime de lecture qui s'appuie sur l'alternance entre texte et image, donc le poème peint, le poème sculpté, tout au long des années 60 et bien au-delà. Ila, 1960, Yawar Fiesta, 1960, donc là c'est le titre du roman de Arguedas, Wanakauri, 1964, Ukupacha, 64, Apukontiki Wiracocha 64, Pukawamani 65, l'exécution de Tupac Amaru 66 ou encore Incarri 68. Donc on voit bien la récurrence du quechua et de cet héritage qui décline plastiquement. Donc qu'il soit poétique ou explicatif, les titres choisis orientent l'entrée en matière car le site de Linguentio est désormais décentré par rapport au grand carrefour de la modernité. L'horizon culturel n'est plus celui d'un cosmopolitisme donné par le contexte de production, mais celui d'un cosmopolitisme acquis par la mise en place d'un abécédaire unificateur qui puisse toucher l'universel à partir du singulier. Ce projet de voir à travers la langue et les valeurs du monde préhispanique rencontre un franc succès aux États-Unis et au Pérou, car cette série est exposée à l'Instituto de Arte Contemporáneo de Lima en 1963. Dans le catalogue, Cislo pose la tradition quechua comme un héritage à honorer par un travail de mémoire que les réseaux métaphoriques de l'abstractionnisme facilitent. Je cite: Nuestra identidad solo podrá lograrse cuando nos comprometamos con nuestra herencia y nuestra realidad actual. Ello es utilizar las herramientas y los métodos que la época ha puesto a nuestra disposición para tratar de emitir nuestras propias respuestas, nuestras propias soluciones. Si estas soluciones, sin estas soluciones, el hallazgo de esta identidad está todavía lejano, podemos tratar de un día merecerlas. Je m'excuse, j'ai mal lu la citation, mais je crois que je l'ai mal noté. Bien, cosmopolite donc, la plastique de Cislo l'est dans son apprentissage européen d'une modernité internationale, cristallisée autour de l'avant-gardisme surréaliste qui conteste la notion bourgeoise d'un État-nation replié sur lui-même, mais elle devient aussi et surtout cosmopolitique dans le dialogue vivifiant qu'elle suscite avec la tradition nationale. Une lecture hâtive de sa production pourrait porter quiconque à croire que, suite à l'ouverture centripète vers l'Europe, le retour centrifuge vers le Pérou est tout aussi blâmable de chauvinisme, qu'il s'agit après tout d'une réaction qui obéit à des impératifs provinciaux. Cependant, la précolombianisation précoce de sa peinture correspond davantage à un phénomène sui generis qu'il faut distinguer des relents patriotiques que l'on retrouve notamment chez Sabogal ou bien Humareda. En effet, comme pour le Mexicain Tamayo, cet univers référentiel n'est pas seulement un moyen plus ou moins conscient de se démarquer sur le champ artistique, de trouver une singularité qui lui permette de s'assurer la reconnaissance du grand public européen et criollo avide d'exotisme, puisqu'il s'agit, au contraire, d'une manière de mettre au monde sa propre identité picturale. Donc l'avènement de soi-même en fait. Ainsi, à l'instar des grands voyages initiatiques, l'histoire cosmopolite de Cislo s'écrit comme un Bildungsroman dont la trame n'est pas horizontale, un aller-retour, mais plutôt verticale, un aller-retour descente, car elle est individuelle, comme le souligne aussi Octavio Paz. Je cite: Cislo es difícil, austero, violencia y lirismo a un tiempo, pero no cambia, madura, avanza hacia dentro de sí mismo. Fin de citation. Par ailleurs, le citoyen monde s'appuie sur cette ouverture vers l'universalité pour donner naissance à une singularité propre qui n'est pas romantique, c'est-à-dire autogénétique, qui se crée elle-même, mais elle est enracinée dans un passé millénaire situé. Donc c'est un art situé. Les constantes thématiques autour de cet héritage constituent donc une manière de penser l'universel à partir d'archétypes ancestraux locaux, comme si sa pensée plastique assumait son propre déterminisme culturel.
Merci beaucoup.